Je ne pensais pas qu'un jour je dirais cette phrase dans ma vie, mais je suis allée au Festival de Cannes. Contexte. J'ai eu une accréditation 3 jours à Cannes pour donc passer 3 jours au Festival de Cannes cette année en 2025. C'est une accréditation qui permet aux 18-28 ans qui le souhaitent, qui aiment le cinéma, qui ont une pratique ou pas du cinéma, de bénéficier d'une période d'accréditation et donc de possibilité de réserver des billets pour voir des films au Festival de Cannes. C'est un dispositif qui est vraiment porté par le Festival de Cannes, qui est absolument super, puisque ça permet aussi d'ouvrir les portes de ce festival professionnel à des non-professionnels et même en fait à des personnes complètement néophytes. Alors pour obtenir l'accréditation, il faut quand même candidater, postuler avec un certain nombre de choses, de lettres, de documents, etc. Mais a priori, c'est ouvert à tout le monde, en tout cas entre 18 et 28 ans, et je trouve ça assez super. Donc moi, quand j'ai eu vent de l'existence de cette accréditation, je me suis dit, allons-y, pourquoi pas, on le tente. Mais à la fois, j'y croyais pas, et à la fois, plus le temps passait et plus j'avais très envie d'y aller. Et j'ai eu mon accréditation 3 jours à Cannes. Donc je souhaitais garder un petit souvenir de cette aventure en vidéo. L'idée, c'est que je puisse raconter ma vie et également parler des films que j'ai vus, les nommer tous, mais pas forcément tous en parler, parce qu'il y en a qui m'ont plus ou moins marqué et plus ou moins plu. Mais d'en parler ici, ça permettra d'alléger le bilan culturel du mois de mai. Je suis arrivée à Cannes le 14 mai au matin, donc premier jour de festival. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir pris cette période. Enfin, l'erreur, oui et non, parce que j'avais pas trop d'autres choix. En fait, les périodes, il y a 3 périodes définies par le Festival de Cannes pour cette accréditation. Moi, j'ai pris la période du 14 au 16, qui est donc le tout début du festival. Ce qui veut dire que très peu de films sont sortis et donc très peu de films sont en reprise dans d'autres salles. Donc il y a très peu de séances. Le jeudi 14 mai par rapport à la semaine d'après, au jeudi 21 ou je sais pas combien, de fait, il y a, je pense, 3 fois moins de séances disponibles qui existent parce qu'il y a très peu de films, entre guillemets, à l'échelle de tout le festival qui sont sortis. Donc c'était un peu la grande guerre, la billetterie, mais j'ai l'impression que les personnes qui sont habituées du Festival de Cannes disaient que cette année c'était particulièrement compliqué d'obtenir des billets. Donc je sais pas si c'est parce que c'est des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être sur le début du festival et qu'en fait c'est comme ça tous les ans, ou si vraiment il y avait moins de séances, moins de films, ça m'étonnerait quand même. Cette année, en tout cas, une sacrée bataille. Je ne pensais pas vivre des choses pires que les billetteries Ticketmaster pour avoir des billets pour Beyoncé ou je ne sais quoi, et en fait, c'était pire. Tout le temps que je ne passais pas dans des salles de cinéma, je le passais à rafraîchir ma billetterie en ligne pour essayer d'avoir des séances, parce que il y a le système de billetterie qui ouvre 4 jours avant, etc., etc. Et en fait, comme ça, il est quasiment impossible d'avoir les billets qu'on veut. En revanche, le jour J, 1 heure avant, etc., avant que les gens aient des no-shows s'ils n'annulent pas leurs billets, il y a pas mal de billets qui sont relâchés. Les salles relâchent aussi parfois des billets, etc. Bref, j'ai eu énormément de chance parce que malgré le fait que la billetterie fut un cauchemar, j'ai vu, alors non pas tous les films que je voulais voir, mais en tout cas, chaque jour, au début de la journée, le matin en me réveillant, quand je faisais mon programme idéal des séances du jour, j'ai réussi à toutes les avoir à chaque fois. Ce qui est quand même, je pense que c'est la chance de la débutante parce que j'estime que j'ai été extrêmement chanceuse là-dessus. Ce qui fait que donc sur mes 3 jours d'accréditation, j'ai pu voir 13 films et j'en ai vu un 14e le dernier jour qui était mon jour un peu de transition, enfin de voyage retour, etc. où je pouvais quand même aller voir des films parce que avec l'accréditation, y compris expirée, on avait accès aux salles, mais sans accès à la billetterie. Tout ça. Bref, sur les 14 films que j'ai vus, j'en ai vu 8 qui ont été réalisés par des femmes. Et je dois dire que ça me met particulièrement en joie parce que je pense à la sélection officielle, je pense à la compétition. C'est pas là que j'ai vu le plus de films, mais le Festival de Cannes ne fait pas de parité dans les sélections. Il n'y a pas d'enjeu de parité dans les différentes sélections du Festival de Cannes. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et on sait que dans le cinéma, on est quand même très inégalitaire et
on peut pas dire qu'il y a autant de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs, en tout cas qui ont accès à ces vitrines que sont les grands festivals internationaux. Donc j'étais assez contente sur mon programme de 14 films d'avoir vu plus de la moitié réalisés par des femmes. C'est ma petite victoire personnelle. Je filme cette vidéo alors que le festival est terminé. J'ai donc regardé à distance la cérémonie de clôture. Il y a donc des choses qui me mettent en joie et des choses qui ne me mettent pas en joie à la suite de ça, mais je pourrais en parler au fur et à mesure que je parlerai des films. C'était globalement une expérience génialissime. J'avoue que j'y allais un peu inquiète de comment je vivrais l'univers Festival de Cannes. Parce que je m'attendais à quelque chose de quand même très ostentatoire et beaucoup, enfin je sais pas, je savais pas trop comment serait l'ambiance et l'atmosphère et comment seraient les gens. Et en fait il s'avère que c'est vraiment, ça a été pour moi 4 jours de cinéma, ça oui, mais le cinéma il est partout, même quand on n'est pas dans les salles, et c'est cool d'avoir toute une ville où tout le monde est ridicule, on est vraiment ridicule avec nos accréditations autour du cou, à courir entre deux salles, à traîner entre deux salles, etc. Après, moi évidemment, j'étais là que pour voir des films, j'étais pas là pour aller à des events, faire des soirées, des trucs, des machins, des bidules, donc j'en ai vu aussi que ce côté-là. Donc j'ai vu pour moi que des gens qui étaient là pour voir des films. J'ai fait des salles, enfin que des salles remplies à ras-bord de monde, ce qui ne m'arrive jamais dans ma pratique quotidienne du cinéma. Et cette énergie, cette ambiance de gens qui viennent découvrir des films, qui s'endorment dans les salles, qui réagissent. Moi, les réactions physiques et orales des gens quand il se passait des choses dans les films, ça m'a frappée parce que j'ai assez peu l'habitude de voir des films avec beaucoup de gens autour de moi, souvent dans les salles du ciné art et essai où je vais, quand on est 30, c'est énorme. Et donc là, il y a vraiment ce truc que les réactions ont paru tellement exacerbées du fait que tous vivaient en groupe et vraiment avec cette énergie de groupe, et les gens sont que des gens qui viennent voir, enfin c'est des gens hyper respectueux des films. Ça applaudit au début, genre au générique de début où il y a toutes les prods, les gens applaudissent, enfin pour moi c'était un monde que je découvrais complètement, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Cannes, et j'ai beaucoup aimé passer mes journées à voir des films, et vraiment je dis mais c'est cette vie que je veux, vraiment j'en suis repartie en me disant mais en fait t'imagines, genre ta vie c'est de voir des films, c'est trop bien. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante de la vie, mais enfin, de la vie que je me permets, enfin, que je peux m'offrir et me permettre, parce que je trouve que c'est précieux, et je trouve que pour toute personne qui aime le cinéma, c'est une expérience qui, quand c'est possible de la vivre, est à vivre, parce que c'est vraiment du cinéma, en long, en large, en travers. Et en tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir été entourée de gens qui étaient là pour les bonnes raisons, entre guillemets, qui étaient voir des films. Après, je dois reconnaître que les cinéphiles sont quand même les pires personnes, je trouve. Il y a quelque chose de très pédant chez les cinéphiles. Moi, les hommes blancs de 35 ans qui parlent des films comme s'ils avaient réalisé 1 millier de films, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Après, moi, j'étais pas là pour parler aux gens, donc ça tombait bien, parce que je faisais semblant de pas les entendre quand les gens essayaient de parler et d'engager des discussions sur des films, etc. Parce que, enfin, les gens sont là pour ça, on est là pour parler de cinéma, moi je suis pas là pour parler avec les gens, bref. Ça c'est mon problème. Mais ouais, il y a quelque chose de très pédant quand même, je trouve, dans la cinéphilie. Alors que ça n'existe pas dans le spectacle vivant. Peut-être que je me trompe et que je suis pédante dans le spectacle vivant, c'est juste que j'y connais rien en cinéma, donc je peux pas être pédante. J'en sais rien en fait. Peut-être que je retire ce que j'ai dit, je sais pas. En tout cas, les gens sont assez pédants, je trouve. Mais même malgré ça, c'était quand même une bonne expérience et il y avait quand même une bonne énergie globale. Genre, j'ai pas subi en permanence la présence des gens autour de moi. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être compliqué à la base. Bref. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'expérience globale du Festival de Cannes. C'était super. Le premier film que j'ai vu mercredi en arrivant de bon matin, c'était Reedland de Sven Bresser. C'était cool, mais je me suis dit, bon, je suis sûre que Cannes a mieux à m'offrir. Je trouve que l'image était belle, que c'est bien fichu, et que voilà, c'est du cinéma comme j'aime bien. Ça m'a pas transcendé. Ensuite, et là, tout de suite, ça m'a un peu plus happé, L'intérêt d'Adam de Laura Vandel ou Wandel Vandel, je ne sais pas. C'est un film qui mêle la protection de l'enfance et l'hôpital public. Et la relation d'une mère à son enfant. Donc forcément, le film, il était sous-titré, qu'il était fait pour moi. En tout cas, moi, enfin,
au-delà de la blague, c'est des thématiques moi, qui me parlent et qui, quand elles sont bien mises en œuvre au cinéma, peuvent me transcender dans un film. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup les films qui sont tournés dans des hôpitaux et dans lesquels on voit et on sent la réalité de l'hôpital, même en dehors de ce qu'on est en train de filmer. C'est-à-dire qu'on sent que ça court à droite, à gauche, dans tous les sens, qu'il y a une espèce d'urgence permanente, ce brouhaha, etc. permanent. Je trouve qu'à cet endroit, c'est assez réussi. Et puis... Et puis pour moi, jamais un film n'a aussi bien porté son nom. Parce que vraiment, tout le sujet, en fait, c'est cet enfant. Et tout ce qu'on traverse pendant tout le film, et tout ce qu'on voit et qu'on se dit, mais qu'est-ce que... Mais n'importe quoi. En fait, c'est toujours Adam le sujet, et c'est ça que j'ai trouvé très très réussi dans l'intérêt d'Adam. Ensuite, j'ai vu Red Canyon de George Sherman, et là, alors, lunaire. Parce que la séance est présentée par Quentin Tarantino. Qui, donc avec Thierry Frémaux là, du Festival de Cannes, ont arrangé des séances où Quentin Tarantino, qui était présent au Festival de Cannes, avait envie de montrer deux films de George Sherman, qui est un réalisateur des années 50, enfin 40-50 je crois même, qui a fait des westerns, et que Quentin Tarantino adore beaucoup, donc il lui a dit « Super, est-ce qu'on peut projeter ces films ?» et je les présente. Lunaire. Moi je suis là, je débarque à Cannes, je sais pas trop ce que je fais là, et j'ai Quentin Tarantino qui me parle de la vie de George Sherman et du cinéma de George Sherman, alors que je n'ai jamais vu un western de ma vie et que je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur auparavant. C'était assez fou. Et là du coup je m'égare à nouveau de films que j'ai vus, mais ce que j'ai trouvé fou en fait dans Cannes, et je pense que c'est là-dessus que le festival de Cannes surfe, c'est qu'il y a à la fois un truc énorme autour du star system avec le protocole de la montée des marches, avec les ultra-célébrités, avec un millier de gens qui viennent en jet privé tous les jours, qui font des allers-retours entre Paris et Cannes en jet 4 fois dans la semaine. Il y a une forme d'absurdité du culte de la célébrité, etc., qui est liée au cinéma et au festival de cinéma. Et en même temps, il y a cette forme de simplicité et de proximité où en fait, in fine, ils sont là, ils font leur grand truc, leur grand blabla, leur grand machin, mais en fait ils s'assoient en salle pour regarder des films. Et je trouve que c'est pas neutre ce truc de se dire, bah voilà, je suis telle personne, les gens sont là pour me voir monter un escalier, pour voir mon film aussi, mais il y a des gens qui sont littéralement là juste pour voir les montées des marches, etc. Et en fait, au bout du compte, moi je vais juste m'asseoir dans la salle et regarder un film. Alors quand c'est leur film, c'est une chose, pour les séances Grand Théâtre Lumière, les premières en compétition et tout c'est une chose, mais il y a aussi, typiquement, Quentin Tarantino, et ça a été le cas d'autres choses que j'ai vues, on en parlera, ils sont juste là pour voir un film. Et donc Red Canyon, quand même, qui était le premier western de ma vie, bah, je l'ai trouvé super. Il y a eu quelques petites longueurs quand même pour moi, parce que je suis pas du tout habituée au rythme western, et je pense que le cinéma aujourd'hui se fait plus du tout de la même manière quand même, en termes de rythme. Mais je l'ai trouvé exceptionnel. Les images, je les ai trouvées incroyables. Les chevaux, c'est quand même fou. Et puis ce personnage féminin qui pour moi est quand même vachement plus profond et mieux écrit que ce que peuvent faire des réalisateurs aujourd'hui en 2025. Voilà. Ensuite j'ai vu Enzo, film qui a été écrit par Laurent Canté et réalisé par Robin Campillo quand Laurent Canté est décédé juste avant le tournage. Je ne savais pas cette histoire avant de voir le film. Et le fait, enfin j'ai compris après les deux noms en fait au générique. En fait quand je suis sortie j'étais très peu convaincue. Vraiment, je suis sortie un peu en mode bof. Et puis le lendemain, après avoir dormi, je me suis dit non, quand même, c'était plutôt très chouette comme film. Parce que je trouve que le personnage d'Enzo, il est plutôt bien écrit, plutôt chouette dans toute cette espèce de truc un peu perdu de l'adolescence. Je trouve que son père, le personnage du père dans son rôle de père, je trouve que c'est rare de voir des pères comme ça au cinéma. Et c'est assez intense, assez fort, parfois violent dans son rapport à son fils, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même un personnage très bien écrit. Par contre, la relation entre Enzo et son collègue, là, je comprends pas. Et en fait, c'est ça qui, en sortant, je me dis, mais pourquoi faire? Et en fait, ça, je suis toujours pas convaincue après coup. Mais j'ai quand même vu tous les autres mérites. Et puis c'est beau, et puis il fait chaud, et j'aime bien la chaleur, ressentir la chaleur au cinéma. C'est un peu bizarre, mais j'aime bien ouais, la chaleur, quoi. Quand il fait chaud, genre, dans ce que je vois. Bref. Le lendemain, j'ai commencé la journée avec Put Your Soul on Your Head and Walk, qui est un film documentaire presque biopic de Sepideh Farsi, qui est une réalisatrice iranienne ou franco-iranienne, qui en fait pendant un an à peu près a entretenu des échanges par visio interposés avec Fatima Assouna, qui était une photojournaliste palestinienne qui était à Gaza. Et en fait, elles échangeaient toutes les deux
depuis Gaza. Et en fait, le film, c'est la réalisatrice qui, avec son téléphone, filme leurs échanges en visio. Il y a d'autres choses, il y a des images d'archives, il y a des photographies de Fatima Hasana aussi. Et c'est un film, moi, que je voulais absolument voir quand j'ai appris qu'il était sélectionné. Et en fait, le lendemain de l'annonce de la sélection, euh, Fatima a été tuée. Je sais pas si je suis censée pouvoir utiliser ce genre de mots sur internet. De toute façon, je vais pas m'attarder sur le sujet, puisqu'il y a bien assez de médias qui se sont emparés de la question. Bref, il y a eu, voilà, il y a eu un drame le lendemain, juste le lendemain de l'annonce, et donc ça a donné aussi à la sélection et à la présentation du film une saveur totalement différente de ce que c'était. En tout cas, quand la réalisatrice l'avait pensé. Moi, je l'ai vu à la toute première projection, donc elle nous expliquait que c'était la première fois qu'il y avait des gens qui voyaient le film. C'était d'une intensité rare. Ouais, c'était dur, évidemment, de toute façon le film est dur et c'est encore plus dur avec le contexte, en sachant qu'elle aurait dû être là pour le présenter elle aussi, et qu'elle n'est pas là. Euh, et c'est aussi l'élément, en fait, ce film, en fait, puisqu'il était annoncé dans la sélection et que sa mort est survenue le lendemain, Cannes, le festival, les différentes sélections ne pouvaient pas ne pas traiter l'information, c'était pas possible. Et c'est ce qui a fait que cette année, le festival de Cannes, le cinéma un petit peu en général s'est un peu activé, en tout cas a commencé à parler, à ouvrir la parole et à parler de ce qui se passe en Palestine, enfin en tout cas à parler de l'horreur, des civils, tout ça machin, enfin bon. Voilà, c'est mieux que rien. Mais bref, tout ça pour dire que cette année, Cannes, ça avait cette saveur, je trouve aussi, et peut-être que je suis tombée la bonne année, et que si j'y étais allée l'année dernière où le moindre pins pastèque était formellement interdit par l'organisation, je l'aurais vécu différemment. En tout cas, cette année, tragiquement, il y avait cette énergie-là que moi, en tout cas, j'ai sentie. Et le film, donc, bah, là, oui, il a une autre saveur, c'est évident. Et au-delà du contexte, c'est un film que je trouve vraiment super et assez poignant. Et ce qui, moi, m'a le plus transpercé au sens fait, enfin voilà, traversé et transpercé, c'est la façon dont on voit que son état se dégrade à tous les niveaux. C'est-à-dire que Fatima, c'est un modèle d'abord de résilience, de joie dans la lutte, de continuer à avancer, de continuer à vivre. Et on voit à quel point, au fur et à mesure des visios, des mois qui passent, son état se dégrade. Parce que son état psychique se dégrade, parce que son état physique se dégrade, puisqu'elle est, elle est en sous-nutrition, elle perd beaucoup de gens autour d'elle, elle perd tout au fur et à mesure, et c'est ça qu'on vit et qu'on traverse avec elle dans le film, et c'est ça qui est le plus violent et le plus frappant. Et c'est ce qui fait que ce film est pour moi d'une importance capitale, et j'ai hâte qu'il sorte en salle pour pouvoir le recommander vraiment à tout le monde. Et c'est un film qui devrait être montré dans tous les lycées de France, qui devrait être montré à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et à tous ces gens qui font rien. Ensuite, sur une autre ambiance, j'ai vu On Falling de Laura Carrera, qui est un film qui est sorti l'année dernière, qui était programmé par Cannes Cinéphile, une vision sociale. Enfin, j'ai pas trop compris, mais en tout cas le film me disait bien, donc je suis allée le voir. C'est un film où il se passe pas grand chose, moi ça me plaît. Après, dans le contexte où je vois plusieurs films par jour et où je dors pas beaucoup, forcément j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais, mais j'ai trouvé que c'était très réussi dans ce que ça racontait et dans ce que ça montrait de la solitude de notre personnage principal. C'est l'histoire d'une femme portugaise qui vit en Irlande, je crois, et qui travaille dans une entreprise, dans la préparation de commandes d'une entreprise type Amazon. C'est un peu en gros, c'est ce qu'on nous raconte. Et ce qu'on dénonce aussi dans les conditions de travail de ces entreprises. Et qui est extrêmement seule et qui vit une solitude dans la précarité en plus matérielle, énormissime, et qui est extrêmement bien retranscrit pour moi à l'écran. Mais ça me pose, en fait, ce type de film, ça me pose toujours la question, et c'est pas bien ou maltraité, mais ça me pose toujours la question de mais qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne, enfin pas bonne à vivre au sens où qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, heureuse, et qu'est-ce qui fait que la vie n'est pas un fardeau, parce que la précarité matérielle, le job pas passionnant et le fait d'être seul, bah de fait on le sent, c'est une vie misérable. Et je me pose toujours la question de qu'est-ce qui fait dans une existence, parce qu'on peut être seul et aller bien et être heureux, heureuse, parce qu'on peut avoir un job qui ne nous épanouit pas mais s'épanouir ailleurs, parce qu'on peut être dans une forme de précarité matérielle mais pourtant trouver la joie et le bonheur ailleurs. Et ça me pose toujours cette question de me dire mais qu'est-ce qui fait
Et tout comme à l'inverse, on peut être très riche et être très malheureux, etc. Bref. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la vie Qu'est-ce qui fait que pour un individu qui vit sa vie, la vie est chouette et cool et heureuse? Ça m'a vraiment interrogée sur cette chose-là. Parce qu'elle fait... Enfin, vraiment, pendant tout le film, j'avais envie de la serrer très fort dans mes bras, cette dame. Ensuite, j'ai vu Promis le ciel d'Érige ou Érigé. C'est Iri. C'est l'histoire de 4 femmes qui sont immigrées au Maroc. Je crois qu'elles sont toutes les 4... En fait, elles sont 3 à la base. Je sais pas si elles sont toutes les 3 ivoiriennes ou pas. En tout cas, elles sont toutes les 3... ce sont 3 femmes noires qui vivent au Maroc dans des situations plus ou moins administrativement stables et régulières. Qui sont 3 femmes d'horizons tout à fait différents, qui se retrouvent à cohabiter pour des raisons différentes et qui accueillent au sein de leur microcosme une petite fille qui a été retrouvée sans parents. Et donc c'est l'histoire de ces 3 plus une femme dans toutes leurs différences. Elles sont vraiment extrêmement différentes et elles font foyer, elles font famille comme ça dans toutes leurs différences. Et sans en dévoiler trop de ce que ça raconte, il y a toute une dimension politique et religieuse qui est hyper intéressante dans le film. Et il y a une fin qui a été offerte à l'histoire de ces femmes que j'ai trouvée très réussie. Donc j'ai pas trop envie de dévoiler la fin du film, mais en tout cas, voilà, moi c'est pas la fin à laquelle je m'attendais, et c'est ce qui a fait que pour moi le film est réussi. Et c'est super parce que ça fait du bien de voir des femmes noires au cinéma aussi. Je les ai croisées dans le palais des festivals sans trop être sûre que c'était elles la veille ou le matin, je sais plus. Dans leur tenue exceptionnelle, je me suis dit waouh, mais quelle femme exceptionnelle. Et je les vois au cinéma et je me dis mais oui, quelle femme exceptionnelle. Ensuite, il faudra que je fasse une petite pause avant ou après avoir parlé de ce film. J'ai vu Sira. C'est ma seule séance gala. Et c'est la seule séance pour laquelle j'ai fait une file d'attente pendant très longtemps. Bah si j'avais su, je me serais pas donné tout ce mal. Sira, c'est l'histoire d'un homme dont la fille aînée a disparu et donc qui part avec son fils dans le désert marocain à la recherche de sa fille parce qu'elle aurait pu être vue, retrouvée dans des énormes rave parties, des énormes fêtes clandestines qui sont faites dans le désert marocain. Il y a le plot de base, pour moi, il me vendait un peu du rêve. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un récit à la fois familial et intime, genre récit initiatique, etc., qui aurait pu être vraiment hyper bien mis en œuvre. Ensuite, il y a toute la dimension sonore du film que j'ai trouvé assez exceptionnelle, même si très oppressante, parce qu'il y a vraiment ce rapport à la... Je sais pas si c'est rave party, c'est le bon mot, mais il y a vraiment ce rapport à la fête et au corps qui danse et à la musique qui fait du bruit et qui vibre et qui traverse les corps, qui danse. Et moi, je suis très sensible au corps en mouvement au cinéma. Et là, le son, enfin la BO, elle est pensée aussi, enfin je pense en termes de technologie sonore pour que ça vibre dans la salle. C'est très fort et ça vibre. Et donc ça fait de ce film une vraie expérience physique. Et à tel point que moi, il y a vraiment des moments, et c'est peut-être parce que je l'ai vu au Grand Théâtre Lumière qui est littéralement un théâtre, qui peut être en tout cas faire office de théâtre, et moi il y a vraiment des moments où j'étais dans des trucs un peu bizarres, des états un peu bizarres où j'étais en train de dire mais est-ce qu'on est au cinéma ou est-ce que je suis en train de voir un spectacle? Et ça vraiment ça a été assez frappant pour moi comme expérience physique de cinéma. Et vu que le cinéma c'est pas vivant, en tout cas c'est pas en opposition au spectacle vivant, j'ai pas des corps vivants qui bougent et qui respirent en face de moi, j'ai une image que je vois en 2D sur un écran projeté. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est rare au cinéma que j'ai un truc physique qui m'engage dans une proposition cinématographique. Je me répète. Et là, vraiment, c'était physique. Et donc, il y a quelque chose qui, au début, m'a vraiment embarqué dans ce rapport physique au film qui a fait que j'ai été physiquement projetée dans le film au début. Et dans ce récit, et vraiment, ça partait pour moi hyper bien. Même s'il y a ce truc, cette ambiance un peu oppressante, mais qui réussit, quoi. Et puis après, il y a... Même chose, j'ai pas forcément envie de spoil le film, mais il y a un élément dans la montagne, en lien avec des voitures, un premier drame qui se passe, et à partir de là, ça part en cacahuète, pour moi, dans une espèce de... Un film d'horreur, j'exagère, mais franchement,
c'est pas un film d'horreur en mode film d'horreur, mais c'est une espèce de déchéance, de drame sur drame sur drame, et là je n'ai pas compris le tournant scénaristique qui a été pris. Je n'ai pas compris, et je n'ai pas compris l'intérêt. Je n'ai pas compris où allait l'histoire, je n'ai pas compris pourquoi. Ça ne m'a pas intéressée, ça m'a traumatisée, n'ayons pas peur des mots. Ça m'a tout à fait traumatisée, et du coup cette dimension physique, oppressante, sonore du film, bah, elle a pris une dimension complètement différente dans ma perception et dans mon vécu, et c'était vraiment un supplice. J'en suis ressortie tout à fait traumatisée, et ça m'a un peu mise en colère, parce que je me suis dit, mais merde, et surtout que le réalisateur Olivier Lax, à la fin, il fait son petit mot et je l'ai trouvé extrêmement arrogant. Alors, tu as des très beaux cheveux, Olivier, d'accord, mais c'est pas une raison pour être aussi désagréable. Je l'ai trouvé extrêmement arrogant et un peu. Je trouve que le film, il tourne dans un truc de subversif pour subversif, quoi. On fait du subversif pour être subversif. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est arrogant. Ça ne me plaît pas. Et j'avais extrêmement peur que ce film reçoive la Palme d'Or. Heureusement, ça n'a pas été le cas, sinon j'aurais crié. J'aurais piqué une crise. Je crois qu'il a reçu le prix spécial... Non, prix du jury. Non, pas le prix du jury. Oui, prix du jury. Il y en a eu 2, je crois. C'est l'un des 2 prix du jury. Traumatisant. Et le lendemain matin, j'ai vu The President's Cake de Hassan Hadi, qui est l'un de mes coups de cœur. C'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve à devoir faire le gâteau d'anniversaire de Saddam Hussein, qui avait exigé que tout son pays célèbre son anniversaire. Et donc elle est tirée au sort dans sa classe pour faire le gâteau de Saddam Hussein, et ça entraîne tout un tas de péripéties, de choses plus ou moins graves, qui se passent dans la vie de cette petite fille qui essaye juste de faire son gâteau comme l'instituteur, le professeur le lui a demandé. Et elle est donc prise de cette responsabilité du haut de ses 9 ans. C'est une petite fille adorable, enfin la petite fille elle est vraiment adorable, et je trouve que ce qui est chouette dans le film c'est qu'il est vraiment vécu à hauteur d'enfant, donc même ce qui est grave, ce qui est raconté, c'est raconté et vécu dans par les yeux de Lamia. J'ai vraiment eu ce sentiment, et donc en fait c'est les drames et les choses graves se placent à des endroits différents de ce que ça aurait pu être si c'était de la perspective d'un ou d'une adulte, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment réussi dans le film, c'est la justesse du point de vue, la justesse du sensible, la justesse de la pudeur de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas, de ce qu'on sent, et je l'ai trouvé vraiment, pour moi ça a été un énorme coup de cœur, et la scène finale du film est tout à fait remarquable, et je trouve qu'elle conclut vraiment toute cette aventure de façon remarquable, j'ai adoré. Ensuite, j'ai vu Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. J'ai beaucoup apprécié le film quand je l'ai vécu, sur ces histoires un peu de sorcellerie, de mystique, etc. Et ensuite, la réalisatrice qui était là pour présenter son film en a parlé. Et du coup, bah, je l'ai plus aimé le film. Enfin, disons que je préférais le niveau de lecture, en tout cas le vécu que j'en avais eu, plutôt que ce qu'elle a voulu, elle, raconter, et ce qu'elle raconte dans son film. Voilà, donc j'aurais préféré... C'est bizarre, je crois. Mais j'aurais préféré me passer du discours de la réalisatrice et juste m'en tenir à ce que moi j'ai vécu de ce film. Voilà. Ensuite, j'ai vu Ma Palme d'Or. Je veux rien savoir. La petite dernière. Que dire? J'ai lu le livre de Fatima Das il y a un petit moment maintenant, qui m'avait tout à fait bouleversée. C'est une histoire, une vie qui m'avait voilà, frappée, bouleversée, que je garde tout le temps avec moi. C'est ce type de lecture qu'on garde avec soi pendant longtemps après. Et quand j'ai vu que Afzal Herzi adaptait ce film au cinéma, en sélection, en compétition au Festival de Cannes, je me suis dit, ça sent très très bon. Nadia Medili, mais oh la honte, a reçu le prix d'interprétation féminine là ce soir à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, ce que je trouve assez brillantissime, et je crois que c'est pas rien. Pour son rôle, elle n'est pas du tout comédienne à la base, hein. Elle a été castée sauvage à Châtelet par la directrice de casting. Je crois que c'est pas rien qu'elle ait reçu ce prix, parce que ça montre aussi une forme de reconnaissance, en tout cas de la place de ce film dans le paysage du cinéma. Je trouve ça exceptionnel de vivre à une époque où ce film existe, où ce film est défendu, et ce film jouit de la visibilité qu'offre Cannes. Je l'ai trouvé très réussi. Il a reçu la Queer Palm aujourd'hui également. Je trouve que c'est intéressant, ça veut dire que la communauté queer, je sais pas comment fonctionne le jury de la Queer Palm, mais ça veut quand même dire qu'il y a une forme de reconnaissance, entre guillemets, de la communauté queer par ce film qui a été réalisé par Afzal Herzi, qui n'est pas queer, qui vraiment s'est renseigné, s'est
elle le dit elle-même, infiltrée dans le milieu lesbien et LGBTQIA+, en général, pour comprendre et pour comprendre ces récits et ces vies-là pour pouvoir les raconter. Moi, j'ai trouvé que le film était brillant et d'une importance capitale, vraiment capitale. La lumière est totalement en train de péricliter, je pense que je vais finir dans le noir. Du coup, on va se dépêcher peut-être de finir. Ensuite, j'ai vu Arco de Hugo Bienvenu, qui est un film d'animation. Je voulais absolument voir un film d'animation à Cannes. Et celui-là, il me disait bien. J'ai trouvé l'animation trop belle, ça m'a beaucoup plu. Et pour la petite histoire, moi, je voulais absolument voir ce film parce que Swan Arlo double l'un des personnages. Et que j'adore Swan Arlo. Et je me suis dit, mais trop bien, je veux trop aller entendre Swan Arlo dans un film d'animation. Et trop marrant, j'arrive en salle à Nevada, on s'installe, tout ça. Thierry Frémaux prend la parole. Et là, l'équipe du film arrive. Alors, il y a quelques-uns des acteurs qui doublent qui étaient là. Swan Arlo n'était pas là, mais alors Nathalie Portman, qui a produit le film, était là. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est complètement random d'avoir à la fois Nathalie Portman avec, genre, je pense, 1 millier de gardes du corps et des bijoux qui valent plus que tout mon patrimoine là, mais juste pour s'asseoir en salle et regarder un film. Elle ne présentait pas de film à elle, elle l'a produit ce film. Et donc, elle est là juste pour... Il y a ce truc de culte parce que c'est Nathalie Portman, donc tu sens quand même que, bon, elle est en tenue de gala, quoi. Elle est en posture de gala, de représentation parce que t'es Nathalie Portman, mais elle vient pour voir un film. Je sais pas, bref, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Et donc le film est cool, j'ai beaucoup aimé l'animation, je le disais, j'ai trouvé très belle. L'histoire ne m'a pas du tout convaincue, jusqu'à la fin, où, encore une fois, la fin m'a fait dire « Ah, en fait, si, l'histoire est réussie ». En tout cas, le dénouement, entre guillemets, de cette histoire est réussi parce que, sans voilà, trop en dévoiler, c'est un peu mi-figue, mi-molette sur le happily ever after, et du coup, j'ai trouvé que c'était assez juste. Et enfin, ma plus grande bataille, enfin pour cette journée, parce qu'après j'ai un dernier film du dernier jour, ma plus grande bataille de billetterie, ma plus grande fierté, je dois le dire aussi, The Chronology of Water, premier long métrage de Kristen Stewart. C'est celui que j'ai passé le plus de temps à rafraîchir. Il n'y avait pas de fil dernière minute. Ils nous ont virés de devant le cinéma en disant « Il n'y aura pas de dernière minute. Rentrez chez vous, laissez la place ». Je suis restée comme ça, à rafraîchir pendant des heures. J'exagère, pas du tout des heures, mais pendant longtemps. Et j'ai eu un billet. Bref, on s'en fout. On est là pour parler du film. C'était une expérience de cinéma assez curieuse. C'est une histoire qui est très dure, il y a beaucoup de violence dans cette histoire, et en même temps il y a beaucoup de poésie, et de cette violence et de tous ces drames, et de cette violence, de cette souffrance dans le film émerge la création. Ce que je trouve hyper intéressant, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment très réussies, c'est que ça nous parle de violence, ça nous parle de souffrance, ça nous parle de choses très rudes, mais jamais en romantisant la souffrance, jamais même en romantisant... Enfin, c'est poétique, oui, il y a de la poésie là-dedans, mais jamais ça glorifie ou romantise le fait de créer à partir de la souffrance, etc. Pourtant, ça le dit, mais je trouve que c'est pas l'image, la mise en scène, tout ça ne glorifie pas la souffrance. Et ça, je trouve ça important, parce que c'est souvent les écueils un peu dans lesquels on peut tomber. Ensuite, ce que j'ai trouvé extrêmement juste également, c'est comment est-ce que la personnage, elle est parfois dans des états un peu seconds, que ce soit de substance ou autre. Et je trouve que les états dans lesquels elle se trouve sont hyper bien retranscrits. En tout cas, moi, m'ont été hyper bien retranscrits en tant que spectatrice. J'étais vraiment dans des états un peu nébuleux, bizarres du fait du montage, de l'image, de la musique, des choix artistiques qui ont été faits dans le film. Je trouve que c'est vraiment au service de ce que ça nous raconte, et il y a... Ouais, c'était vraiment curieux comme expérience, encore une fois, de cinéma, mais curieux, enfin... Je pense que c'est un film qui va me rester. Je vais pas me souvenir du nom des personnages, je vais pas me souvenir précisément de ce qui s'y passe, mais je sais que je vais me souvenir du film pour l'avoir vécu. En tant que, expérience de cinéma. Après, encore une fois, hein, je pense que j'ai tout vécu aussi de façon un peu exacerbée à Cannes, parce que Cannes, et parce que le fait d'avoir des centaines et des centaines de personnes autour de toi qui voient le même film, vraiment, j'insiste, je n'ai pas l'habitude. Donc je pense que j'ai tout vécu différemment, et que si je l'avais découvert en salle, dans 6 mois, 1 an, ça aurait été différent aussi. Mais donc je suis contente de l'avoir découvert dans ce contexte. Enfin, contente, oui. Et ouais, j'en garde vraiment quelque chose de fort, et un peu,
pas palpable, enfin que moi je sens dans mon corps et dans mon esprit, mais qui est pas précis et palpable. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Dernier film que j'ai vu donc le lendemain, samedi 17 mai, Des preuves d'amour d'Alice Douard, que j'ai trouvé super. C'est l'histoire de deux femmes mariées, donc genre dans les années où le mariage pour tous a été adopté. Donc elles ont fait partie de ces femmes qui se sont mariées aussitôt après et qui ont un enfant, enfin qui sont en train d'avoir un enfant. Donc l'une d'entre elles est enceinte, elle est tombée enceinte par PMA à l'étranger, et donc administrativement, elle a cet enfant seule. Et donc pour que sa femme, en fait la loi du mariage pour tous, en fait le mariage permet l'adoption, permet que l'épouse qui ne porte pas l'enfant puisse adopter l'enfant. Il n'a pas, mais ça, de fait, d'office, elle ne peut pas le reconnaître comme deuxième parent, puisque sur un acte de naissance, tu as une mère, un père. En tout cas à cette époque, c'est le principe là de la PMA pour toutes, de tout ce qui a suivi là dans ces dernières années. Et donc elle se retrouve, elle va être mère d'un enfant qui ne sera pas son enfant, administrativement. Et donc en fait, elles sont pendant la grossesse et elles sont dans les démarches qu'il va falloir accomplir pour que le dossier d'adoption soit suffisamment solide pour que l'adoption soit autorisée et attribuée à la deuxième mère. Et il y a notamment le sujet de tout un tas de témoignages et de lettres qui doivent attester de sa relation à l'enfant, de leur relation toutes les deux, enfin du fait que dès le départ elle a été dans la vie de cet enfant et que du coup quelques mois après sa naissance elle pourra l'adopter. C'était un très long résumé. Et donc tout ça pour dire que j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi j'ai jamais mesuré, enfin j'étais jeune mine de rien au moment de la loi du mariage pour tous. Et je n'ai jamais mesuré cette dimension-là de devoir adopter ton propre enfant au prétexte que la loi française ne permet pas d'office que tu sois la mère de cet enfant alors même que tu es mariée à la mère qui le porte. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai trouvé que les actrices étaient vraiment super et défendaient le film hyper bien. Et j'ai trouvé aussi trop bien la vision de la maternité, non, pas tant de la maternité, la vision de la grossesse que ça nous donne. Parce que cette femme qui est enceinte, je trouve que, je sais pas, elle continue de vivre sa vie sans jugement, sans quoi que ce soit. Et ce que je trouve hyper fou, enfin ouais, elle est encore dans des clubs, 8 mois de grossesse, elle est dans des clubs à faire la fiesta et à danser. Et c'est pas un sujet. Et c'est ça que j'ai trouvé super, c'est que ça nous donne vraiment à voir une femme enceinte au cinéma qui continue une vie normale, alors qui vit aussi, qui subit aussi la grossesse à d'autres endroits, mais enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ce que j'ai trouvé assez réussi dans le film, c'est que à la fois leur situation elle est assez unique, c'est ce que leur dit leur avocate, mais attendez, il faut aussi prendre le temps, vous êtes pionnière, vous êtes vraiment précurseuse dans la démarche que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quelque chose de très unique dans leur situation, et en même temps de très banal dans ce couple qui s'apprête à avoir un enfant, et toutes les interrogations qui traversent ce couple qui s'apprête à avoir un enfant, au-delà du fait qu'il y en a une qui va devoir adopter l'enfant pour que ça soit vraiment le sien. Je trouve qu'il y a quelque chose qui oscille entre le caractère assez exceptionnel de la situation et le sujet, la difficulté que ça représente, et en même temps le caractère tout à fait anodin de cette grossesse. Voilà, donc c'était super. Cannes, c'était super, j'aimerais y retourner. Différemment, je pense que je vivrai le festival, j'ai envie de le vivre différemment la prochaine fois. Là, je suis partie seule, et je crois que ça me plairait bien de l'expérimenter avec des gens, et d'avoir ce truc, aussi cette vie de colocs, de copines qui vont voir des films, qui se retrouvent entre deux séances, qui boivent des cafés, qui débriefent le soir, qui ont des séances en commun, qui se battent sur la billetterie ensemble et tout, enfin, et qui jouent le jeu de Cannes. Moi j'avoue que j'étais là pour voir des films, j'ai pas trop joué le jeu de la chichi et de voilà. Mais je crois que j'aurais envie de le vivre aussi en mode bande de copines et de vraiment jouer le jeu de Cannes et d'avoir ce vécu un peu collectif. Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après ou dans 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment super.